Vous devez suivre l'expansion de l'univers, parce qu'une grosse boîte aujourd'hui était petite dans le passé. Il faut que la boîte suive l'expansion de l'univers pour que vous puissiez comparer les choses comparables. Sinon, vous allez dire, dans le passé, il y avait beaucoup plus de galaxies. En réalité, si vous prenez une boîte de même taille, il y a plus de galaxies parce que l'univers était plus concentré. Mais si vous prenez maintenant une boîte qui suit les galaxies, vous en avez 10 là, vous en avez 10 aujourd'hui, quelle est la quantité de formation d'étoiles qui s'est produite dans ces 10 galaxies, dans cette boîte, au cours du temps? Et vous voyez que on voit ici une courbe noire qui est la combinaison de toutes les galaxies, mais ce sur quoi je vais insister, c'est la courbe orange et la courbe rouge. La courbe orange, ce sont les Lyrac. Et la courbe rouge, c'est Lyrac. Et celles-ci, ce sont les galaxies qui font typiquement 20 soleils par an, celles-ci, 200 soleils par an. Vous voyez qu'elles sont tellement négligeables dans l'univers proche, Z égale 0, redshift égale 0, c'est aujourd'hui. 1, c'est il y a 8 milliards d'années, et 2, c'est il y a plus de 10 milliards d'années. Et vous voyez qu'aujourd'hui, c'est là. Et c'est monté tellement vite qu'il y a 10 milliards d'années, ça dominait la formation d'étoiles. Donc on confirme que ces galaxies-là sont faites de Lyrac et d'Ulyrac relativement lointaines, et qui vont dominer l'histoire cosmique des formations d'étoiles. Maintenant, essayons de comprendre leur nature. On va essayer de comprendre comment les étoiles sont nées, et si c'est de façon continue, comme dans notre galaxie, ou par sursaut. Est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis? Est-ce que c'est lié à des fusions de galaxies ou pas? Est-ce que c'est lié à des trous noirs? Est-ce que c'est lié à des ondes de densité qui se produiraient de façon différente parce que la galaxie est chahutée par son environnement? Alors, ça c'est pour vous montrer à quel point on peut vous compliquer la vie. Un spectre de galaxies, c'est compliqué. Alors maintenant, je pourrais passer un quart d'heure pour vous raconter les différentes composantes de ce spectre, mais je vais en extraire quelque chose de simple, qui va nous donner une signature particulière, qui va nous permettre d'identifier les galaxies pour lesquelles les étoiles naissent de façon normale, c'est-à-dire comme dans notre galaxie, la Voie lactée, et les galaxies dans lesquelles les étoiles naissent de façon accélérée, par flambée de formation d'étoiles. Comment peut-on, à partir de simplement un spectre, distinguer les deux? Alors, je vais essayer de vous convaincre de ça. Vous avez ici 3 courbes, une verte, une bleue et une rouge. Donc, le reste va être facile. La courbe verte est la plus difficile à voir, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. La courbe verte, ici, dans l'infrarouge moyen, possède des montagnes. Ces montagnes, ce sont des raies en émission, comme je vous avais montré tout à l'heure, mais qui sont larges. En réalité, elles ne viennent pas d'électrons qui dégringolent dans un atome, qui sont des raies d'émission classiques, ou de molécules simples qui vibrent, mais elles viennent de molécules complexes, qui sont les hydrocarbones aromatiques polycycliques, qui sont dotés de centaines d'atomes de carbone, qui sont ce que vous ramassez avec votre doigt quand vous allez ramasser dans le pot d'échappement d'une diesel la crasse noire que vous avez envie de rejeter. C'est ces molécules complexes qui sont peut-être à l'origine de nous. C'est-à-dire, ce sont les molécules plus complexes dont on pense qu'elles sont peut-être à l'origine de la vie sur Terre. Pourquoi? Parce que nos cellules sont faites de molécules qui ont toutes la même symétrie, alors que quand vous les fabriquez dans un laboratoire, vous faites des symétries gauche et des symétries droite. Nous avons tous des molécules faites d'une seule et unique symétrie, et le seul processus qui favorise une chiralité, donc qui fait un mélange racémique, qui n'est pas racémique et qui va favoriser une chiralité, c'est ce qui se passe dans l'espace interstellaire. La lumière qui est réfléchie par la poussière est polarisée, et la polarisation de la lumière est telle qu'une symétrie des molécules va absorber plus efficacement cette lumière qu'une autre. Comme elle l'absorbe plus efficacement, elle est plus efficacement détruite, et vous allez favoriser un certain type de symétrie. On pense que ça a participé à la raison pour laquelle nous avons une dissymétrie, et donc ça prouverait qu'une bonne partie de la formation des molécules qui nous constituent, qui ont participé à la genèse de la vie sur Terre, est née dans l'espace. Alors maintenant, ces molécules-là, pour nous, elles sont extrêmement intéressantes parce qu'elles sont très fragiles, elles sont susceptibles. Lorsque vous mettez beaucoup d'étoiles dans une région très concentrée, ces étoiles ont tendance à repousser, à détruire ces molécules. Les gens se sont dit, ça ne change strictement rien parce que finalement, vous les repoussez, mais il y a toujours une limite où elles vont continuer d'exister, et c'est de là que va venir leur rayonnement. La seule chose, c'est que les molécules, les grains de poussière qui font le continu qui est ici, elles sont résistantes au rayonnement des étoiles. Et donc, elles sont
produites par tout le volume autour de l'étoile, tandis que celles-ci sont produites par une sorte de peau, à une certaine distance. L'épaisseur de cette peau dépend de la dureté du spectre des étoiles, c'est-à-dire de ce que font les étoiles. Mais le volume occupé par ces grains de poussière dépend du nombre d'étoiles qu'il y a dans la région. Donc je vais simplifier. Ces montagnes-là n'existent que quand vous avez peu de concentration des étoiles, parce que si vous concentrez beaucoup d'étoiles, même si elles existent, leur lumière est complètement dominée par une lumière continue qui vient de ces gros grains de poussière-là, et elle est complètement noyée dedans. En d'autres termes, vous pouvez distinguer par la présence ou pas de ces molécules-là si la formation d'étoiles est concentrée comme on l'attend lors d'une fusion de galaxies, ou bien distribuée comme on l'attend dans une formation d'étoiles normale comme dans la Voie lactée. Et effectivement, le spectre rouge ici a été pris sur des galaxies en interaction dans l'univers local. Le spectre vert ici a été pris sur une galaxie standard comme notre galaxie, la Voie lactée. Et maintenant, la question est la suivante. Si je regarde toutes les galaxies de l'univers local et que je compte le nombre de galaxies dont la grosse montagne, disons, est beaucoup plus intense que cette région-là. Donc pour ça, je vais le mesurer, je mesure cet indice-là, IR8. S'il est très grand, c'est qu'il y a beaucoup plus d'émissions qui viennent des grains résistants que d'émissions qui viennent des grains fragiles. Donc plus il est élevé, plus vous avez de concentration des étoiles et plus vous êtes dans une galaxie en interaction. Et vous voyez que les galaxies qui ont cette valeur très élevée, elles sont très peu nombreuses, c'est les petites pics ici. Par contre, la très grosse majorité des galaxies locales ont toutes une distribution très très piquée autour de la valeur classique qu'on attend pour la Voie lactée. Mais dans l'univers lointain, on s'attend à ce que ce soit exactement l'inverse. Dans l'univers lointain, la formation d'étoiles étant dominée par des LURG et ULURG, qui forment beaucoup d'étoiles de façon, si c'est comme les galaxies proches, de façon très concentrée, elles auront le spectre rouge, et donc ça devrait s'inverser. Il devrait y avoir peu de galaxies qui ont des valeurs comme les galaxies normales ici, et beaucoup de galaxies qui ont la valeur des galaxies en interaction. Et c'est exactement l'inverse qu'on observe, non pas de ce qui est dans l'univers proche, mais de ce qu'on attendait. Et ça a été la surprise. Dans l'univers lointain, les galaxies ont beau former leurs étoiles à des centaines de masses solaires par an, donc 100 fois, ou disons 50 fois, 100 fois plus qu'une galaxie classique comme la Voie lactée, elles ont exactement le même spectre. Alors qu'elles forment énormément plus d'étoiles. Comment est-il possible qu'elles n'ont pas le spectre de ces galaxies-là dans l'univers proche, qui sont celles qui forment beaucoup d'étoiles, par concentration? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Parce que je vous rappelle que dans un disque de galaxie, la gravité est contrebalancée par la rotation. Sauf que vous vous rappelez que dans l'univers lointain, les galaxies sont moches. Et qu'est-ce qui empêche une galaxie moche de faire des étoiles? C'est ça qui est compliqué à savoir. Donc, allons étudier l'univers des galaxies moches. Alors, pour étudier l'univers des galaxies moches, maintenant, on s'est aperçu qu'il y avait une deuxième propriété des galaxies qui est semblable à la première, c'est que quand vous regardez le taux de formation d'étoiles, le rythme auquel les galaxies forment leurs étoiles, et vous le comparez à la masse d'étoiles des galaxies, vous voyez qu'il y a une proportionnalité. La plupart des galaxies sont sur cette relation en bleu. Si une galaxie est 10 fois plus grosse, elle forme 10 fois plus d'étoiles. Alors vous allez me dire, bon, ben ça c'est normal. Plus vous êtes gros, plus vous avez de gaz, plus vous faites d'étoiles. Mais si c'était les sursauts de formation d'étoiles qui provoquaient la formation d'étoiles, ça ne serait pas uniquement la masse qui jouerait, ça serait votre environnement. En d'autres termes, la masse, c'est une sorte de propriété interne qu'on va appeler l'inné, et l'environnement, ça va être l'acquis, c'est-à-dire votre relation sociale avec d'autres galaxies qui passent à côté de vous. Si vous êtes dans une région plus dense de l'univers, vous avez plus de galaxies qui passent à côté, et vous devriez avoir des sursauts de formation d'étoiles. Ces sursauts de formation d'étoiles sont là en rouge, ils existent, mais ils sont mineurs. Et cette propriété-là, on peut la voir dans l'univers proche, dans l'univers lointain, elle est toujours observée, et du coup on l'appelle la séquence principale des galaxies, par analogie avec la séquence principale des étoiles. Une étoile passe la majeure partie de son temps à convertir de l'hydrogène en hélium. De même qu'une galaxie passe la majorité de son temps à former des étoiles de façon normale. Puis l'étoile devient une supergéante rouge. La galaxie devient
une galaxie a formé de formation d'étoiles, et comme il y a de la formation d'étoiles concentrée, elle devient rouge, par l'effet de l'absorption par la poussière. Cette phase dure peu longtemps, elle perd de la matière par des vents. Les galaxies qui sont ici ont toutes systématiquement des vents qui ont été mesurés par Herschel, elles perdent de la matière, des quantités énormes de matière, du fait des explosions de supernovae qui se combinent pour balayer la galaxie de son gaz, et finalement, les étoiles finissent par s'éteindre et mourir, et devenir un trou noir, et finalement, ces galaxies-là finissent par se vider de leur gaz, s'éteindre et mourir avec un trou noir à leur centre. Donc, il y a une analogie qui est vraiment intrigante entre ces deux diagrammes, et du coup, l'idée de parler d'une séquence principale des populations de galaxies globales, c'est pertinent. Alors, je vous montre ici une autre séquence principale qui est assez similaire. Donc ici, vous avez de nouveau une corrélation entre ces points, et puis quand on prend cette ligne-là et qu'on la reproduit sur ce diagramme-là, on peut comparer à une autre